Togo Info, le Togo à votre portée. Moi, je vous dis d'emblée que je suis très peiné qu'on essaie d'organiser ces élections en 2020. Parce que les élections, en principe, c'est une échéance pour laquelle des problèmes sont soulevés et des solutions trouvées pour ce qui ne va pas, pour qu'on aille de l'avant pour faire autre chose que ce qui était fait. Mais au Togo, tel n'est pas le cas. Les élections également, c'est l'occasion pour que le peuple puisse exprimer sa souveraineté. Le peuple est détenteur de la souveraineté populaire. Les députés sont détenteurs de la souveraineté nationale. Le peuple est détenteur de la souveraineté populaire. Or, cette souveraineté populaire s'exerce par l'élection présidentielle et pas le référendum. Et pas les autres élections qui sont mineures, je dis mineures parce que après ce sont les élections législatives, les élections locales, mais le peuple s'exprime de façon personnelle. Alors que l'élection présidentielle, c'est la circonstance pour laquelle le peuple dans son ensemble se prononce sur un homme, sur son programme, sur sa façon d'être, sur sa façon de faire, et qui exprime de façon libre sa souveraineté populaire. Au Togo, tel n'a jamais été le cas. Jamais. C'est-à-dire, maître? Vous savez, j'ai entendu ce matin Maman, l'humoriste, dire sur RFI que d'habitude, lors des élections, le peuple exprime sa volonté et peut faire valoir la souveraineté populaire. Mais qu'en Afrique, on oppose à la souveraineté populaire la souveraineté nationale. Et que c'est le président fondateur qui détient cette souveraineté nationale. C'est de la blague, mais c'est exact. C'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, la souveraineté populaire exprimée par le peuple, qui constitue la volonté du peuple, n'est pas ce qui est sorti des urnes. Le Togo est un exemple palpable de cela. Au Togo, les élections n'ont jamais été organisées de façon à ce que, lorsque la souveraineté populaire se prononce, le résultat des urnes équivaut à ce qui a été proclamé. Oui, avant l'indépendance, ça s'est fait en 1958. Oui, ça s'est fait un peu en 1961. Oui, ça s'est fait surtout en 1994, lors des élections législatives de 1994, où le peuple souverain s'est prononcé et a choisi l'opposition pour diriger le pays. L'UTD-LK. Malheureusement, ces deux partis se sont combattus, se sont entre-déchirés jusqu'à ce que le RPT ait repris en main les choses. Dommage, mais à ce jour, moi j'ai ça dans la gorge, jusqu'à présent. En dehors de cette élection-là, qui est l'élection qui a été faite pour l'ère nouvelle, à partir de 90 soulèvements du peuple, pour exprimer sa volonté,
en dehors de l'élection de 1994, aucune autre élection ne s'est déroulée selon la volonté populaire. Il y a eu dichotomie, rupture entre le pays légal et le pays réel, jusqu'à présent. Le pays réel, c'est le peuple qui se prononce. Le pays légal, c'est on proclame les résultats qui ne correspondent pas à ce que le peuple a fait. Et c'est ça qui s'applique. Et c'est cela qu'on impose lors de toutes les élections à ce jour. Vous savez, j'ai été vice-président de la CENI. Je sais de quoi je parle. En 2003, lors de l'élection présidentielle 2003, nous n'avions pas encore dépouillé le quart des résultats. Cependant, le président de la CENI a organisé la presse pour proclamer les résultats. On m'a informé, j'étais en train de faire ma séance, on m'a informé que le président allait proclamer. Je dis, mais quel résultat il va proclamer? Nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons pas encore dépouillé le quart des résultats. Je suis allé voir le président, il dit, mais président, qu'est-ce qui se passe? Je vois des journalistes, les observateurs qui étaient là. Je dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Il me dit qu'il va proclamer. Quel résultat? Il me dit qu'on lui a envoyé les... Je pèse mes mots. Hein. Il m'a dit qu'on lui a envoyé les résultats à proclamer. Qui lui a envoyé? Le ministère de l'Intérieur, à l'époque. Je pèse mes mots. C'est ce qu'il m'a dit. Je dis, président, fais-moi voir ces résultats-là. Sinon, on ira pour les résultats ensemble sur le plateau. Alors, il a pris ton téléphone. Je ne sais pas qui l'a appelé. Au bout d'un quart d'heure, il est venu me voir. J'avais oui, je vais te montrer les résultats. Il m'a amené dans son bureau. Il m'a montré une chemise dans laquelle les résultats qu'il va proclamer étaient... J'ai dit, mais... Et il me dit, tu sais, il vaut mieux qu'on évite l'embrassement et que tu ne fasses rien en ce moment. Parce que le pays est sur des charbons ardents. Ça se peut que si tu fais des choses maintenant, que le pays aille à feu à sang. Je sais que tu souhaiterais que le pays ne soit pas à feu à sang. Donc si tu veux, moi je vais proclamer les résultats. Demain tu peux les contester. J'ai réfléchi. Je pèse mes mots, je sais de quoi j'ai réfléchi. Beaucoup. Et j'ai pensé au pays. J'ai pensé aux Togolais qui sont à Lomé et à l'intérieur. J'ai pensé à ce qui allait se faire et si je m'opposais, le pays était sur des œufs. On ne sait jamais, ça va s'embraser. Alors j'ai accepté de laisser proclamer le résultat. Qu'on lui a envoyé de l'université de l'Intérieur. Et le lendemain, j'ai fait une conférence de presse pour dire ce qui s'est passé exact. En 2010, si vous permettez, je ne voulais pas que les élections se fassent. Parce que ce qui s'est passé en 2005 était tellement grave qu'en 2010, je voulais qu'on trouve une solution
consensuel. Je voulais qu'il n'y ait pas d'élection en 2010. Qu'on organise une transition de 2 ans. Je l'ai proposé. À qui de droit? Pour que pendant ces 2 ans, nous balayions la maison. Nous faisons la réconciliation. Nous mettons en place des institutions comme le président Obama le dit. Une sorte de transition. Une sorte de transition au cours de laquelle nous mettrons les institutions fortes et non les hommes forts. À ma grande surprise, il avait accepté. Qui, maître? Le chef de l'État. J'étais allé le voir. Il y a maintenant, il y a 9 ans de ça. Je peux le dire. J'étais allé le voir. Il avait accepté. Il a demandé à son directeur cabinet de voir avec moi, ou le secrétaire général à l'époque, de voir avec moi quelles sont les conditions dans lesquelles ça peut être mis en œuvre. Et puis au bout de 15 minutes, je ne sais pas s'il s'en souvient lui-même, au bout de 15 minutes, il est revenu dans le bureau de son et il a dit, mais maître, est-ce que vous êtes sûr que vos amis politiques allaient accepter ce que vous posez là? Est-ce qu'ils ne vont pas dire que c'est parce que je ne veux pas quitter le pouvoir qu'on va me battre, que je veux faire 2 ans de plus? Ce qu'il avait dit était pertinent. J'ai dit, bon, Monsieur le Président, je vais aller voir. Je suis allé, j'ai pris contact avec certains responsables de l'opposition. On m'a insulté. Non, je dis, on m'a insulté. Qui, maître? Qui vous avez insulté? Certains responsables de l'opposition. On m'a dit, nous allons balayer le pouvoir qui est en place. Et toi, tu veux le garder encore pendant 2 ans? On va organiser ça, nous allons balayer ce pouvoir. Hein? Je dis, vous allez balayer? Je dis, oui, nous allons balayer. On m'a dit, ne dis plus jamais ça. On ne parle plus jamais de transition pour qu'on puissions, que l'autre reste. Je suis allé lui faire dire que mes amis ont refusé. Il a organisé les élections de 2010. Vous avez vu ce que ça a donné, non? Vous avez vu? Ce qui devait se passer, c'est passé. Et aujourd'hui, maître, est-ce encore possible? Élection présidentielle de 2015. Là, c'est le summum de la bêtise. Quand je dis bêtise, je pèse mes mots. De la bêtise juridique et politique. C'est-à-dire? 2 chefs d'État étaient à Lomé pour conseiller à la CENI ce qu'il doit faire pour que rapidement les résultats sortent. Souvenez-vous, à ce moment-là, il n'avait dépouillé que 13 circonscriptions sur 30 et quelques. On leur a demandé de travailler d'arrache-pied jusqu'au matin pour être capable de livrer des résultats le matin. Donc de boire du café. Pendant que les chefs d'État étaient en train de partir, ils ne sont pas encore partis.
pendant que les membres de la CENI étaient en train de revenir à la CENI, pendant que le président Tabiou était lui déjà là, des hommes cagoulés, en armes, étaient allés dans le bureau du président pour l'obliger à proclamer des résultats. Et ce sont les résultats auxquels vous avez assisté en 2015, au cours desquels le président Tabiou tremblait, il ne savait même pas comment il devait lire cela. Il ne tremblait pas seulement, hein, il transpirait la peur. Et ce sont ces résultats que nous voulons organiser de nouveau. Actuellement, vous savez comment ça se passe. Le chef d'État et les siens veulent faire un 4e mandat. La majeure partie de la population, les partis politiques d'opposition, ne veulent pas. Alors, ce qui va se passer, je ne sais pas. Oui, maître, en tant que constitutionnaliste, est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a la possibilité de faire cette quatrième candidature? Il y a un problème qui était né lorsqu'on devait réviser la Constitution pour mettre les 2 mandats. C'est le problème de la rétroactivité ou non de la Constitution. J'ai entendu des gens, je ne sais pas s'ils sont de bonne foi, dire que le texte n'aurait pas d'effet rétroactif. Mais, permettez-moi de dire, c'est des bêtises. Bêtises juridiques énormes. Comme je le dis, je souhaiterais que un professeur de droit, un juriste, vienne me dire le contraire à moi. Quel que soit le juge, je ne veux pas les journalistes, vous êtes bien gentils, mais vous n'êtes pas juriste. Il y a des supputations. On me dit qu'une loi n'a pas été rétroactive. Quand on dit ça, bon, c'est plausible. Mais c'est faux. Archi faux. Une loi est toujours d'application immédiate dès qu'on l'adopte, dès qu'on la promulgue, dès qu'on la publie. La loi s'applique 3 jours après la publication. Et elle s'applique à tout le monde. Sauf dans un cas particulier. C'est dans ce cas-là qu'on peut parler de non-rétroactivité. C'est dans le cas de la loi pénale. Lorsque la loi prévoit des peines qui sont plus lourdes, comme la loi pénale actuelle, du code pénal, par rapport à la loi pénale antérieure, à ce moment-là, on fait rétroagir la loi nouvelle sur la loi ancienne. Nous parlons, lorsque la loi pénale nouvelle est plus lourde, on applique la loi pénale la plus douce. Lorsque c'est la nouvelle loi, lorsque l'ancienne loi est plus douce que la nouvelle, on fait rétroagir la nouvelle. Lorsque la nouvelle est plus douce que l'ancienne, on fait rétroagir la nouvelle. On parle de la loi pénale la plus douce. C'est en première année qu'on enseigne ça aux étudiants. En dehors de ça, toutes les lois, sauf lorsque la loi elle-même dit qu'on diffère son application, on ne diffère pas pour la même pour le futur. Parfois on dit 3 mois après, dans 6 mois, c'est appliqué dans 6 mois, tout ça. Lorsqu'on dit cela, c'est à ce moment-là que la loi n'est pas d'application immédiate. Mais une loi, lorsqu'elle est publiée,
lorsqu'elle est adoptée, promulguée, publiée, elle s'applique un jour franc, ça fait 3 jours ordinaires après la publication, et à toutes les situations, sauf la loi pénale plus douce. Moi, c'est ce que je dis. Dans ces conditions-là, on avait fait beaucoup de remous autour de la non-rétroactivité de la loi. Mais attendez. Lorsque le président de la République, Ayadima, avait modifié la loi, fait modifier la loi en 2002, est-ce qu'il avait dit que la loi ancienne, c'était 2 ans? Donc on ne l'applique pas, que la nouvelle, non? Il s'est appliqué la nouvelle loi immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on, lorsqu'on fait une nouvelle loi aujourd'hui, on parle de non-rétroactivité? Pourquoi? Tous les chefs états africains, lorsque la loi ancienne parle de 2 mandats, ils font sauter le verrou et ils s'appliquent la nouvelle loi immédiatement. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas que lorsque le verrou est remis, on parle de non-rétroactivité? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas l'appliquer ça immédiatement? C'est idiot. C'est une idiotie juridique. Je le dis, je le répète. Que le juriste qui ne serait pas d'accord avec moi vienne me le dire. Donc, notre assemblée qui est en place actuellement, je ne veux pas faire de jugement de valeur sur cette assemblée-là. Mais ils se sont crus obligés d'adopter un article 158 à la fin des modifications qui ont été apportées à la Constitution de 92. Et l'article 158 qui dit les mandats qui étaient en cause de cela, des tas de choses, ces mandats ne sont pas. Ça aussi, sur le plan de l'éthique juridique, ce n'est pas valable. Cette disposition n'est pas valable par rapport à l'éthique juridique. Parce que ça rend cette modification de loi personnelle. Une loi est toujours impersonnelle. C'est une loi, c'est un habit qu'on coud et tous ceux qui viennent mettent l'habit. Mais on ne fait pas une loi pour une personne. Oh, ce qu'ils ont fait dans l'article 658, c'est qu'ils ont fait une loi pour Fonya Simbe. Ça n'a aucun sens. C'est ce que je dis, que c'est contraire à l'éthique juridique. Que le juriste qui n'est pas d'accord vienne me voir pour me le demander, pour me dire. C'est pour ça que, même s'ils ont mis ça dans la loi, il faut combattre ça parce que contraire à l'éthique juridique. C'est ce que je voulais vous dire. Donc pour moi, à partir du moment où on a mis dans la loi que c'est 2 mandats, point barre, ça doit s'appliquer à Fonya Simbe. Ce qui veut dire qu'il ne doit plus se positionner. Il ne doit plus se positionner pour un 4 ans. D'ailleurs, si les Américains ont imaginé 2 mandats de 4 ans et qu'ils ont suivi ça depuis l'indépendance, d'abord sans que cela soit inséré même dans la Constitution, les chefs d'État américains ont respecté cela, mais sans que ça soit inscrit dans aucun texte. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le président de la République n'a pas pu organiser, on n'a pas pu organiser son élection présidentielle, et que du fait de la guerre, qu'il a fait 3 mandats. Et c'est pour ça que, au lendemain de la guerre, ils ont fait un amendement à la Constitution, et ils ont mis ça dans la Constitution. Avant, c'était la coutume, les usages constitutionnels. Maintenant, ils ont mis dans la Constitution que personne ne fera plus, jamais, plus de 8 ans. Pourquoi?
Parce qu'ils savent que si passer 8 ans, eux pour eux c'est nous c'est 10 ans, eux c'est 8 ans. Le chef d'État n'a pas pu faire ce qu'il devait faire au bout de 8 ans, pour nous 10 ans. Le temps qu'il va faire après, il ne pourra plus rien faire. Il faut qu'il parte. Ceux qui sont derrière piaffent d'impatience. Vous voyez comment ça se passe. Lorsqu'une association est modifiée et que les membres du bureau sont changés, vous voyez comment ça se passe. Oh, c'est vraiment... On veut bien faire réunion sur réunion. Pourquoi? Parce qu'on veut faire mieux que ce qui était là avant. C'est ce que les Américains ont vu. Pour que celui qui viendra, après 8 ans maximum, puisse vouloir faire mieux. Vous savez, même le président actuel, Donald Trump, il croit sincèrement faire mieux que Barack Obama. Il est honnête avec lui-même. C'est sa perception. Ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. Lors des élections, on verra. Mais c'est sa perception. C'est comme ça qu'il croit. Et paradoxalement, vous voyez, depuis qu'il est là, l'essor économique est palpable. L'essor est palpable. Ça veut dire qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce qu'il fait. Ceux qui viendront verront ce qu'il a fait qui est bien, on le prendra et on corrigera ce qu'il a fait qui n'est pas bien. C'est comme ça que les pays évoluent. Je dis, je répète, si les États-Unis sont devenus aujourd'hui le pays le plus riche, le plus développé du monde, c'est à cause de cela. À cause de l'alternance. Les présidents font maximum, ils font 4 ans, ils vont bien, on les remplace. Ils font 8 ans maximum. Même s'il est un superman, un super-héros, au bout de 8 ans, il a fait tout ce qu'il sait faire. Il doit faire plus. Alors, 3 mandats, ça fait 15 ans. 4 mandats, 20 ans. S'il vous plaît, c'est absurde. Alors, maître, par rapport à la Constitution de 92, vous avez dit tout à l'heure que la loi, elle est impersonnelle, mais certains barons caciques du régime estiment que la Constitution de 92 était taillée, conçue contre M. Eyadema. Pour vous, qui aviez ou qui êtes membre de ceux qui ont conçu cette Constitution-là, qu'est-ce que vous pensez de cette réaction? Est-ce que vous pensez que cette Constitution était réellement taillée contre Eyadema? Le président Eyadema a appelé le peuple à voter pour cette constitution. Lui-même est monté au créneau. Il a appelé à voter pour cette constitution. C'est pour ça que la constitution a été votée à 97%. S'il n'était pas d'accord, si c'était contre lui, il allait le dire. Et les gens disaient peut-être n'avaient pas voté cette constitution. Ceux qui disent ça, excusez-moi, c'est de l'idiotie juridique. Cette constitution, nous l'avons conçue pour qu'elle soit appliquée. Elle était difficile à mettre en œuvre, c'est vrai. Nous avions dit, on va la concevoir ainsi. Et avec l'application, on va gommer ce qui peut être gommé pour que la constitution devienne une constitution parfaite. Voilà. Mais dire que ça a été conçu contre Eyadema. Non. L'acte 1. Non, l'acte 7 plutôt, portant loi constitutionnelle de la transition. Oui, ça, je le dis, je répète. Cet acte 7 a été fait par la conférence nationale contre Eyadema. C'est vrai. Et cet acte 7 a dépouillé Eyadema de tous ses pouvoirs. C'est vrai. Mais la constitution de 92 n'a pas été faite contre Eyadema.
ni contre personne, ni pour personne. Aujourd'hui, la révision actuelle de 2019, elle est faite pour Faure Gnassingbé. Je dis, sur le plan de l'éthique juridique, c'est inacceptable. Alors, maître, est-ce qu'on peut relever aujourd'hui des manquements à cette constitution de 92, vu l'évolution des choses? Il y a toujours des manquements à une constitution. Toujours. C'est l'application qu'on voit ces manquements et qu'on les corrige. On fait les amendements, les révisions au fur et à mesure. Si on avait laissé cette constitution s'appliquer réellement depuis 92, depuis 94, surtout après 94, lorsque Edem Kodjo et Agbobo, leur parti était au pouvoir, on faillit être au pouvoir. Si on avait laissé cette condition se mettre en place, on aurait vu les failles, on aurait corrigé. Mais tel n'a pas été le cas. Et depuis, il y a eu 1998. Comme vous vous souvenez, c'était le paroxysme de l'illégalité. En 1998, il y a eu l'élection présidentielle. La Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, présidée par Monsieur le Président Louis Amégan, un excellent juriste, ah non, excellent juriste africain, qui a fait dire, cette Cour, cette Chambre a fait dire ouvertement que l'élection présidentielle de 1998 était sortie de son cadre légal. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui s'est passé après a baigné dans l'illégalité. Donc, le gouvernement qui a été mis en place après, l'Assemblée qui a été élue après, les lois qui ont été votées après, les projets qui ont été faits, tout ce qui a été fait a été gangréné par ce que nous disons l'illégalité. C'était cette illégalité originelle qui a donc corrompu l'ensemble de ce qui s'est passé depuis 1998 à ce jour. Alors, tout ce qui s'est passé de 1998 à ce jour a toujours baigné dans cette illégalité. C'est-à-dire que l'élection de 2020 aussi est illégale. Mais tout est illégal, je dis. Tout. Depuis 1998, tout a baigné dans l'illégalité. Tout. Puisque les institutions qui ont été mises en place après 2020, qui ont travaillé après 1998, qui ont travaillé, qui ont mis en place des textes, mais tout cela, c'est dans la pure illégalité. Donc, conséquence, tout ce qui se passe après est illégal. Conséquence, ce qui va se passer en 2020 est illégal. C'est tout. Alors que faire alors, maître? Alors que faire? Il faut que ceux qui sont au pouvoir actuellement prennent conscience de cette illégalité. Ils ont les moyens juridiques, ils ont les conseils juridiques. Ils ont le grand juriste sorcier blanc. Charles de Vache. En tout cas, moi, je ne veux pas appeler de nom. Ils ont le grand juriste sorcier blanc, qui est, au demeurant, un excellent juriste, hein, qui a écrit des livres excellents, dans lesquels j'ai vu appuyer pour faire mes cours. Il a écrit des livres excellents. Ce sont des monuments de droit constitutionnel. S'il dit des bêtises ici, bon, c'est son choix.
Mais je vous dis, le Togo a les juristes compétents pour faire comprendre au pouvoir que nous baignons dans l'illégalité depuis 1998. Nous devons faire prendre conscience à l'opposition que depuis 1998, tout le combat qu'on mène est un combat d'arrière-garde illégal. Nous devons faire comprendre à la société civile et à vous, journalistes, que tout ce qui se passe au Togo depuis 1998 est illégal. Tout est corrompu par l'illégalité originelle de 1998. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si le pouvoir, l'opposition, la société civile, les médias, si on convient tous que tout est illégal, que c'est dans l'illégalité, alors il faut convenir de s'asseoir pour voir dans quelle mesure on va réparer cette illégalité.